RTL Soir, Thomas Soto. Il est le coordinateur de la France Insoumise, il est aussi député du Nord, Adrien Quatennens, invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Adrien Quatennens. Bonsoir. Au moment où nous nous parlons, là, Emmanuel Macron est en train de rencontrer les membres de la Convention citoyenne sur le climat, dont les membres trouvent que les choses ne vont ni assez loin, ni assez vite. Est-ce que, pour être très concret, vous souhaitez, vous, qu'il y ait un référendum sur ces questions-là? Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs envisagé en juin. Écoutez, disons les choses très clairement. Le changement climatique est commencé et la pente est raide. On vient de fêter les 5 ans des accords de Paris sur le climat, lesquels prévoyaient de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et si possible 1,5. Et vous devez savoir, Thomas Soto, que la pente sur laquelle on se situe, c'est qu'on est plutôt vers 3 degrés, voire 5 degrés. Et que déjà, avec les 1,2 degrés qu'on a pris, les conséquences sont dramatiques. Donc il faut prendre en charge ce sujet. Emmanuel Macron avait fait un grand raout au mois de juin avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous en souvenez, dans les jardins de l'Élysée. Il leur avait dit, vos 149 propositions sont formidables, je prends tout, je m'autorise 3 jokers. Voilà. Il semblerait que le projet de loi qu'il est en train de préparer pour transformer ces propositions en projet de loi, finalement, soit un projet de loi exclusivement consacré à des jokers, puisque quasiment la moitié des propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont en cours d'édulcoration par le gouvernement ou d'ajournement à plus tard. Ça, on va quand même attendre de voir ce qu'il y aura dans le projet de loi. Vous le verrez, mais je comprends pourquoi, parce que, vous savez, Emmanuel Macron, il a tiré au sort ces personnes, il leur a demandé de travailler, et des citoyens, sur des propositions. 90% des propositions qui en sont sorties sont compatibles avec le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun. Donc j'entends qu'Emmanuel Macron... Ma question n'était pas est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en campagne électorale. Ma question était, est-ce qu'il faut un référendum? Mais moi, je pense qu'effectivement, il faudra un référendum. Mais surtout, je pense qu'il faudrait... Non, mais je pense surtout qu'il faudrait maintenant qu'on applique ces propositions. Parce que si on demande à la société civile, si on demande aux citoyens de travailler, ce qu'ils ont fait, c'est un travail sérieux. Et désormais, ces gens qui ont mis leur cœur, leur savoir au service de ce projet, se retrouvent finalement à avoir le sentiment d'avoir été des faire-valoir, d'avoir servi de décorum à une opération de communication dans les jardins de l'Élysée. J'ai rencontré, moi, avec ma collègue Mathilde Panot, il y a quelques semaines de ça à l'Assemblée nationale, une délégation issue de la Convention citoyenne pour le climat. J'aime autant vous dire qu'ils nourrissent des tas de rancœurs envers le chef de l'État. Le chef d'État, il en fait peut-être pas assez, mais il en fait quand même beaucoup plus que tous ses prédécesseurs sur la question climatique, non? Non, écoutez, regardez bien dans le détail. La France ne respecte pas ses propres engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux accords de Paris. C'est-à-dire que les émissions baissent, mais pas suffisamment par rapport aux engagements qui ont été pris. Par rapport à la trajectoire qui avait été prise. Mais surtout, Emmanuel Macron, il faut le dire, en avril 2020, a fait passer un décret qui permet de revoir encore à la baisse les ambitions qui avaient été envisagées avec les accords de Paris. Donc non, je crois qu'Emmanuel Macron, s'il considère que pour faire de l'écologie, il s'agit simplement de s'agiter sur une scène avec une toile de fond verte pour dire « je suis le champion de l'écologie » et toutes sortes de slogans comme ceux qu'on a entendus, ça ne suffit pas. Il faut maintenant passer à l'action et je vais vous le dire, la situation est plus que périlleuse désormais. Ce qu'il faut faire, c'est inscrire la règle verte dans la Constitution. Dire, on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et puis surtout, je vais vous dire une chose, ça peut être tout à fait passionnant et même salutaire du point de vue de la relance de notre activité. La crise sanitaire que nous vivons, ses conséquences économiques et sociales montrent qu'il va y avoir besoin d'une grande relance. Mais ne relançons pas avec simplement les mêmes habitudes que précédemment. La bifurcation écologique, je termine là-dessus, ça permettrait de créer des tas d'emplois. Songez que faire la transition énergétique, la transition agricole, l'économie de la mer, le transport, ce sont des milliers d'emplois, des millions d'emplois, nous l'avons chiffré, qui pourraient être créés. On va parler crise sanitaire et crise économique, son corollaire. Demain, 15 décembre, mardi, nous allons retrouver notre liberté de mouvement. Ce sera la fin du confinement, même s'il y aura un couvre-feu tous les soirs à partir de 20h. Si on se compare à nos voisins notamment, on s'aperçoit que la situation sanitaire aujourd'hui est moins mauvaise chez nous qu'en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne ou encore en Suisse. Est-ce que sur ce point-là, vous accordez un bon point à Jean Castex? Est-ce que cette partie-là de la crise est bien gérée? Non, écoutez, soyons sérieux. Jean Castex nous avait été présenté avant d'être nommé Premier ministre comme Monsieur Déconfinement. Thomas Soto, s'il a fallu reconfiner, c'est bien que le déconfinement a été raté. Mais tous les pays en sont là. Oui, bien sûr, tous les pays. Mais en attendant, il y a des choses intelligentes à faire. Aux États-Unis. Ici, moi, je parle depuis la France. En France, l'opposition, et notamment la France Insoumise, a fait des tas de propositions. Vous savez, face à une crise sanitaire, on s'est dit, faisons des propositions comme si nous étions nous aussi aux affaires. On peut admettre que c'est pas facile de gérer un pays quand on a une telle crise sanitaire. Tout est toujours balayé systématiquement parce que le président décide seul de tout, ou alors maintenant fait appel à un gouvernement bis, le fameux Conseil de défense qui normalement était créé pour la stratégie militaire. Oui, mais n'empêche, les résultats sont moins mauvais aujourd'hui à date. Mais que c'est très bien, vous ne trouverez personne pour faire autre chose que de se réjouir si les résultats sont moins mauvais. Néanmoins, que voit-on devant nous? Le Conseil scientifique nous dit on va avoir un hiver sans doute très rude et pourquoi pas une troisième vague. Et j'alerte sur le fait que la seule stratégie vaccinale peut pas
pas constituer 100% de la solution. Voilà, je le dis, il y a la question du traitement. Vous savez, par exemple, l'Institut Pasteur à Lille, d'où je viens, est en train de développer un traitement. Je m'étonne que l'État en parle assez peu, parce que le vaccin pose la question de l'immunité. Il y a des réponses que nous n'avons pas. Ce vaccin ne me rassure pas, dit hier Jean-Luc Mélenchon. Et vous, est-ce que vous rejoignez la cohorte des vaccinosceptiques aujourd'hui ? Non, mais il ne s'agit pas de dire vaccinosceptique, il s'agit de dire qu'il y a une forme d'attentisme. Je dis que le vaccin suscite beaucoup d'espoir et c'est bien normal. Mais vous commence ferez à en avoir. Vacciner ou pas, Adrien Mais Quatennens ? moi, je me ferai vacciner si je suis parmi les personnes dont on juge qu'elles doivent se faire vacciner et si j'ai plus de données en matière de santé. Pour l'instant, on a beaucoup vu les données des annonces sur les cours de bourse, un peu moins sur l'efficacité de la santé. Mais il y a de l'espoir autour de ce vaccin, c'est normal. Mais retenez ce que je dis, qui est peut-être même plus important que de savoir si je me ferai vacciner ou pas, c'est de dire le seul vaccin ne peut pas être l'unique solution. Le traitement est une solution aussi qu'il faut pouvoir développer. Et enfin, je le dis, la France, les Français ne pourront pas vivre durablement au rythme des confinements et des déconfinements. Si le virus dure, il faut imaginer maintenant des alternatives au confinement. C'est pourquoi avec la France Insoumise, nous avons présenté un plan complet avec des alternatives au confinement. Ça se retrouve en ligne sur notre site internet, où on a travaillé sur deux choses. D'abord, le renforcement des protocoles sanitaires pour que la vie puisse continuer, mais dans le même temps, un système de roulement. Vous rajoutez quoi ? Parce que là, on a déjà les masques, on a déjà la distance, on a déjà l'impossibilité de voir des gens. Un système de roulement. Nous proposons d'organiser des roulements. On sait que le virus se répand d'autant plus que les gens sont au même moment, au même endroit, en nombre. Alors on peut imaginer dans tous les secteurs de la société, au travail, à l'école, dans les transports, un système de roulement horaire qui permettrait d'éviter justement ces flux. Par exemple, si on diminuait d'une demi-heure, rien que d'une demi-heure, la journée de travail, on pourrait organiser des rotations pour que les gens ne soient pas toujours au même moment, au même endroit, comme dans les transports par exemple. Petite précision, j'ai dit 500 000 morts, c'est 300 000 morts pour l'instant aux États-Unis. Tout ça, ça a un coût, Adrien Quatennens, et ça se traduit par un plan de relance à 100 milliards intégré au projet de loi de finances 2021. Il arrive en deuxième lecture à l'Assemblée. Pour vous, c'est encore non comme en première lecture pour ce plan de finances avec le plan d'aide ? Pour la raison que c'est très mal utilisé. D'abord, j'aurais pas le temps de détailler, mais vous savez qu'il n'y a pas 100 milliards, c'est un effet d'affichage. En réalité, par exemple, 40 milliards sont conditionnés à des réformes structurelles pour être débloqués par l'Union européenne. C'est pour ça que M. Le Maire, par exemple, nous parle dans une période comme celle-là de réforme des retraites. Mais surtout, c'est la manière dont c'est utilisé. Vous savez, 100 milliards, la somme, je pourrais la trouver alléchante. Quand la France Insoumise proposait pendant la dernière campagne présidentielle 100 milliards pour la bifurcation écologique, tout le monde nous rayonnait en disant 100 milliards de dépenses publiques, c'est pas possible. Il se trouve que maintenant, M. Macron ça a changé, ça, c'est dit sûr. La même chose. La question, c'est comment on les utilise. Et là, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il s'agit de faire du saupoudrage, sans vision stratégique, sans qu'on demande des contreparties sociales et écologiques d'engagement aux entreprises que l'on vient aider, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Le grand problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique. Nous formulons une proposition, faisons oui relancer l'activité de ce pays, mais pas sur les mêmes bases que précédemment. Organisons la planification de la bifurcation écologique. Mettons toute l'économie de notre pays, et la France en a les atouts, les moyens, au service de la transition. Là, vous êtes sur du long terme, là on est face à une situation d'urgence. Ça peut être du court terme, la vérité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a les aides aux restaurateurs, qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire qui a été augmentée, qu'il y a des aides exceptionnelles de solidarité là au 27 novembre qui sont tombées, qu'il y a un système de chômage partiel exceptionnel dans ce pays qui est unique au monde. Ça compte quand même, c'est pas rien. J'entends que vous voulez absolument, et je vais le faire, ne serait-ce que pour vous faire plaisir, faire dire qu'il y a des bonnes choses dans ce plan de relance. Par exemple, s'agissant du chômage partiel, c'était une bonne mesure. Pour autant, entendez ce que je vous dis, l'essentiel de ce plan de relance, c'est un catapultage de milliards, un peu à la sauce crédit d'impôt, compétitivité, emploi, vous vous en souvenez, dont on nous promettait que ça créait de l'emploi de manière conséquente, et ça n'est pas ce que ça a produit. Il faut des contreparties sociales et écologiques, et avant cela même, une vision. Nous en proposons une, la planification de la bifurcation écologique. Et d'un mot vous dire que la situation de la pauvreté dans ce pays maintenant est gravissime. Nous allons atteindre en France, 6e puissance économique du monde, 10 millions de pauvres, pendant que nous avons aussi le record en nombre de milliardaires jamais atteint en France, 95. Parce qu'il y a un lien et un problème dans la répartition de la richesse. Et dans ce plan, seul 0,8% du budget est consacré au soutien des plus pauvres. Ça n'est pas possible. Il faut une garantie dignité, que dans ce pays, personne ne vive sous le seuil de pauvreté, et ainsi l'argent peut se réinjecter dans le circuit par la consommation populaire, par exemple. Adrien Quatennens, le journaliste, écrivain, ex-député européen italien Corrado Augias, est allé à l'ambassade de France tout à l'heure à Rome pour rendre sa Légion d'honneur. Il voulait protester contre celle accordée très discrètement par Emmanuel Macron au président égyptien Al-Sisi la semaine dernière. Est-ce que ce sont des postures un peu naïves, malvenues, ou est-ce qu'il y a, selon vous, matière à indignation? Non, ce ne sont pas des postures, c'est de la politique, et évidemment qu'il y a matière à indignation. Nous avons reçu la semaine dernière, M. Macron a reçu la semaine dernière le président égyptien, dont on sait qu'il y a
énormément de prisonniers politiques. Et on se préoccupe dans le pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous choque, c'est qu'on l'ait reçu ou qu'il ait reçu la Grand Croix de la Légion d'honneur? C'est à la fois qu'on le reçoive dans les conditions dans lesquelles on l'a reçu, où la place était pavoisée, où il y avait toutes sortes... Voilà, on l'a reçu en grande pompe, alors que la question centrale est bien la question des droits de l'homme. Et on observe surtout que quand il s'agit de vendre des armes, eh bien, on a parfois les droits de l'homme à géométrie variable. Et d'ailleurs, c'est tout à fait valable avec tout ce qu'on traite actuellement. Oui, mais voyez, par exemple, quand on parle de lutter contre l'islamisme politique ou contre le terrorisme islamiste, vous avez toutes sortes de génuflexions et de danse du ventre de la part du gouvernement avec des projets de loi qui essentiellement sont des projets de loi bavards. Mais par contre, que dit-on véritablement du commerce que nous faisons, par exemple avec l'Arabie Saoudite, pour ne citer que celui-là, dont vous savez qu'en matière de diffusion d'un islam fondamentaliste à travers le monde, il y a quand même matière à regarder, vous voyez. Donc un peu de cohérence, ça ferait pas de mal. Et oui, il y avait de quoi s'indigner. Dernière question rapidement, Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, demande le soutien des communistes. Alors il les a un peu traités de tous les noms ces dernières années. Est-ce que vous les pensez assez maso pour accepter les communistes de rouler derrière Mélenchon? Thomas Soto, vous savez, c'est comme dans toute famille. Parfois on se dispute et parfois avec un ton un peu conséquent. Néanmoins, qu'en reste-t-il? Avec les communistes, nous avons un plutôt bon bilan. Ça fait 2 campagnes présidentielles que l'on a le même candidat, le même programme, avec, je pense, une réussite plutôt assez sérieuse. Et puis surtout, à l'Assemblée nationale, plus de 90% de nos votes sont communs. Donc on ne devrait pas avoir de difficulté à y arriver de notre point de vue. Ils ont répondu à cette écoutez, proposition? ça avance, ils ont leur discussion. Nous, ce que nous voulons faire, écoutez, nous, ce qui est clair, mais ça va même au-delà de ça. Ce que nous essayons de faire, c'est bâtir désormais une majorité d'adhésion dans ce pays. D'ailleurs, vous avez vu la plateforme pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle noussomspour.fr. Pourquoi? Parce qu'on en a ras-le-bol d'être simplement assigné à un vote contestataire. Il se trouve qu'on a fait un gros travail programmatique depuis toute cette C'est ce que dit aussi Yannick Jadot. Hein. Il a un programme, il veut rassembler tout le monde à gauche. Vous avez vu d'un début de programme de la part des Verts, moi je veux bien le lire, je serais ravi de le lire. En tout cas, nous, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas à prendre ou à laisser. On peut discuter et discuter de tout. Mais ne faisons pas semblant que ce qui a été fait la précédente fois n'existe pas. Je veux dire, les 19%, les 7 millions de voix qui se sont regroupées en 2017, eh bien, on peut faire encore mieux. Et nous voulons bâtir une majorité d'adhésion, et c'est pour ça que j'invite celles et ceux qui nous écoutent, s'ils sont d'accord avec les principaux mots d'ordre, le passage à la 6ème République, vaincre la pauvreté, produire en France, planifier, comme on l'a dit, la bifurcation écologique, à aller jeter un œil sur noussomspour.fr, parce qu'en un mois de campagne, nous avons déjà pris pas mal d'avance. Vous êtes déjà lancé sur la campagne présidentielle, vous êtes en forme. Merci d'être venu nous voir dans Merci de m'avoir invité.